Bonjour à tous, je vais d'abord me présenter. Je suis Rivial, directeur d'évaluation des risques à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et j'interviens devant vous au sujet de qu'est-ce que l'expertise publique en santé et environnement. Premièrement, un petit rappel, qu'est-ce que la santé et environnement? La santé environnementale concerne tous les aspects de la santé des populations, y compris la qualité de vie, y compris la santé des animaux, qui résultent en particulier de l'action des facteurs biologiques, physiques ou chimiques de l'environnement, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Elle concerne donc également les politiques et les pratiques de gestion et de prévention de ces facteurs environnementaux susceptibles d'affecter donc la santé. Et du coup, sans revenir sur l'importance de la santé et environnement, je rappelle qu'elle recouvre des enjeux majeurs et qu'elle suscite une préoccupation croissante des Français, en particulier dans un contexte actuel très marqué par la problématique du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que l'expertise publique ou l'expertise en santé et environnement est-elle importante? Alors, vous le savez, santé et environnement sont donc deux domaines étroitement liés. Depuis de nombreuses années, les différents gouvernements mènent une politique visant à réduire l'impact des altérations de l'environnement sur la santé, au travers en particulier des plans nationaux santé-environnement, dont le quatrième vient d'être édité, vient d'entrer en vigueur, et lequel réaffirme la place essentielle que doit occuper la santé-environnement dans la politique du gouvernement. Et du coup, je vais illustrer le lien entre ces politiques publiques et l'expertise au travers des résultats du baromètre 2021 de l'Institut de radioprotection et de santé nucléaire, baromètre sur la perception des risques et de sécurité par les Français, dans lequel l'image de la science et des experts reste largement positive. En effet, en 2020, selon ce baromètre, 61% des Français estimaient ou déclaraient faire confiance aux institutions scientifiques et 50% d'entre eux avaient une bonne ou une très bonne opinion des experts scientifiques, tandis que 11% en avaient une mauvaise image ou une mauvaise opinion. Les résultats de ce baromètre montrent du coup un fort attachement au recours à l'expertise scientifique pour la décision politique. Et en particulier, les Français déclarent, toujours au titre de ce baromètre, à 82% que la création du Conseil scientifique Covid-19 par le gouvernement est une bonne chose. Et 57% d'entre eux pensent que les décideurs ne prennent pas assez en compte l'avis des experts scientifiques. Donc, l'utilisation des résultats scientifiques par les pouvoirs publics pour prendre de bonnes décisions est réclamée par une majorité assez nette. Du coup, dans un contexte de fort bouleversements environnementaux, j'ai cité en particulier les conséquences du réchauffement climatique, l'expertise en santé et environnement peut et doit jouer son rôle autant d'appui aux décideurs publics que d'information à l'ensemble de nos concitoyens. Alors, comme acteur public de cette expertise, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apporte en permanence à la fois à la société et au pouvoir public son expertise. Cette expertise publique se doit d'être à la fois collective, indépendante et transparente. Les trois caractéristiques principales de l'expertise publique nous concernant. Le recours à l'expertise collective, pourquoi? Pour réaliser des travaux d'expertise qui sont inscrits dans le texte fondateur de l'agence et cette expertise collective est réalisée d'abord selon une procédure qui permet de sélectionner et de réunir des experts de différentes disciplines pour chaque question que l'on a à instruire. Et cette expertise collective vise à prendre en compte l'ensemble des données scientifiques disponibles, à entendre de façon collective et contradictoire toutes les opinions et les thèses qui sont exprimées par les experts et à fournir des avis et recommandations. À ce titre, l'agence mobilise environ 800 experts extérieurs sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature sur des critères bien sûr de compétences scientifiques et sur la base d'un examen des risques de conflit d'intérêts. Du coup, j'en viens aux critères d'indépendance de l'expertise, puisque j'évoquais les conflits d'intérêts, mais au-delà de cet examen systématique des risques de conflits d'intérêts, qui s'applique également, bien entendu, aux agents de l'agence, l'agence dispose d'un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qui peut intervenir dans toutes les situations, et y compris à chacune des étapes de l'expertise collective. Enfin, une expertise rendue transparente, c'est la troisième caractéristique, par la publication systématique des avis et des recommandations des travaux qui sont issus de cette expertise collective. Alors maintenant, qu'est-ce que l'expertise en santé et environnement?
Eh bien, du questionnement quant à la nature des agresseurs environnementaux jusqu'à celui des problèmes de santé qui peuvent en résulter, qui résultent de l'action de ces agresseurs, l'expertise en santé et environnement par ces agresseurs pour tenter d'arriver au second, c'est-à-dire aux problèmes de santé, se fait en évaluant les liens donc, entre les agresseurs et les problèmes de santé. Et pour cela, l'expertise en santé et environnement repose sur une démarche d'évaluation des risques dont les résultats sont pris en compte avec d'autres facteurs qui peuvent être économiques, techniques, sociaux par exemple, par les décideurs, pour choisir les mesures de prévention, les mesures de gestion et de contrôle appropriées. Alors, l'évaluation des risques comprend, quant à elle, dans le cadre de cette expertise, comprend quant à elle 4 étapes qui sont l'identification du danger, l'évaluation de la relation dose-réponse associée au danger, l'estimation des expositions possibles au danger et, in fine, la caractérisation des risques que ce danger représente. L'identification des dangers qui constitue donc la première étape de l'évaluation des risques. Par danger, il faut comprendre bien sûr l'effet néfaste potentiel que peut avoir un agent biologique, chimique ou physique sur la santé et sur les écosystèmes. Cet effet peut être quant à lui de différentes natures, selon qu'il est soit par exemple aigu, associé à une exposition de courte durée, ou qu'il est plutôt chronique, et donc associé à une exposition prolongée ou répétée dans le temps, avec parfois des délais importants entre l'exposition et l'apparition du dommage. C'est notamment le cas lorsque le dommage est de nature cancéreuse, infertilité ou d'autres natures. L'identification des dangers vise ainsi à démontrer, à partir d'études, le lien qui peut exister entre l'exposition à un agent et la survenue d'un ou de plusieurs effets. L'identification des dangers associés à un agent se fonde sur des données, et c'est un point important, les données, qu'elles soient notamment expérimentales, in vivo, in vitro, cliniques ou épidémiologiques. Cette étape consiste donc à recenser l'ensemble des données disponibles, à en évaluer la pertinence et la validité, à identifier les manques et les limites dans l'ensemble des connaissances ainsi disponibles, dans le but de déterminer finalement le niveau de plausibilité des hypothèses qui vont être formulées et à décrire et quantifier les incertitudes associées aux résultats. Alors, une fois que le danger a été identifié et que les effets associés ont été eux-mêmes identifiés, vient l'étape d'évaluation de la relation dose-réponse associée au danger. Cette étape permet notamment d'établir des valeurs de référence. Ces valeurs de référence sont calculées pour chaque forme d'exposition, notamment les expositions aiguës ou chroniques que j'évoquais auparavant. Pour chaque type d'effet néfaste qui a été identifié dans l'étape précédente, et en distinguant les voies d'exposition par inhalation, par ingestion, par voie cutanée ou éventuellement d'autres voies. Ces valeurs de référence sont établies sur la base des connaissances existantes et correspondent pour une substance ou un facteur de risque à ce que l'on appelle l'effet critique, c'est-à-dire celui qui intervient au plus bas niveau d'exposition. Une fois qu'on a identifié le danger, une fois qu'on a défini une valeur de référence à laquelle on va se comparer pour évaluer le risque associé à l'exposition au danger, vient l'étape suivante qui est donc l'estimation des expositions possibles au danger. Cette étape consiste à estimer la dose à laquelle l'être humain ou l'environnement sont susceptibles d'être exposés. Elle s'appuie bien entendu sur la définition de scénarios d'exposition, scénarios qui peuvent être divers et variés et qui sont propres à la situation qui est à l'étude. Et elle tient compte en particulier des différents lieux, des différentes durées et des différents niveaux d'exposition au danger. Enfin, la dernière étape, le danger ayant été identifié, l'exposition à ce danger ayant été estimée et la relation dose-réponse étant connue, il est donc possible d'évaluer le risque auquel la situation étudiée conduit pour identifier le besoin de mettre en œuvre ou pas des mesures de gestion, en particulier dans le cas où le risque est jugé inacceptable. Donc voilà la démarche globale de l'évaluation des risques sur laquelle s'appuie l'expertise publique en santé et environnement. Alors après, la question se pose, en quoi une situation de crise impacte-t-elle l'expertise en santé et environnement? Alors, une petite précision par situation de crise que j'entends ici,
Je parle d'une situation de crise qui concerne la réalisation d'un événement soudain, notamment technologique, hein, par exemple, et qui se caractérise par une dynamique rapide, au cours de laquelle l'expertise en santé et environnement va continuer à être sollicitée pour là aussi apporter son appui aux prises de décision publiques, mais dans une dynamique qui est elle aussi empreinte de celle qui est en rapport avec la situation de crise, c'est-à-dire une dynamique rapide. Les crises au long cours ont des caractéristiques qui sont les mêmes, entre guillemets, indépendamment des aspects, des enjeux, des aspects sociaux, économico, politico. La réalisation de l'expertise au long cours dans une crise qui dure est la même que pour des situations qui ne sont pas associées à une situation de crise au long cours. Donc là, c'est bien pour moi une situation de crise avec une dynamique très rapide. Alors pour simplifier, une situation de crise de ce type se caractérise par deux phases principales. La première phase, que j'appellerais phase d'urgence, est de durée relativement courte et se caractérise par le fait de prendre des mesures principales qui vont donc être à mettre en œuvre. Ce sont à la fois des mesures de contrôle de l'événement à l'origine de la crise, afin notamment de limiter les effets de celui-ci sur l'environnement, mais surtout, mais à côté, des mesures de protection des populations et des animaux au regard des agresseurs environnementaux que l'événement va générer dans son environnement. Alors, parmi ces agresseurs peuvent être associés des effets directs, comme par exemple les effets thermiques ou liés à un incendie ou l'effet d'ondes de pression liées à une explosion, par exemple, mais aussi des effets indirects associés notamment à la dispersion atmosphérique ou dans les milieux aquatiques des rejets de substances lors de la situation de crise. La seconde phase, suivant la phase d'urgence, est ce que j'appellerais ici la phase post-accidentelle, qui est de durée plus longue, hein, de plusieurs semaines, à potentiellement pour des crises radiologiques, des événements radiologiques ou d'autres natures, pour certains de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et elle suit la phase d'urgence une fois que l'événement a été maîtrisé et que les rejets associés ont pu être stoppés. Cette phase va se caractériser principalement par la gestion à long terme des conséquences des rejets dans l'environnement qui ont lieu pendant la phase d'urgence. Alors, une situation de crise implique de facto une dynamique rapide, comme je l'évoquais, en termes en particulier des décisions de pouvoir public pour assurer la protection des populations. Et donc, quelle place peut alors avoir l'expertise en santé et environnement dans ce cadre ? Premièrement, la dynamique de la phase d'urgence, la première phase de la situation de crise dont je parle, ne permet en général pas de dérouler les étapes classiques de l'évaluation des risques telles que je vous ai présenté plus tôt. Donc là, très clairement, la dynamique va impacter le déroulé et le processus classique de l'expertise. En particulier, cette dynamique ne permet pas de réaliser les mesures dans l'environnement qui sont essentielles pour l'étape d'estimation des expositions des populations aux rejets dans l'environnement. Les décisions des pouvoirs publics vont donc s'appuyer dans ce cadre avant tout, d'une part, sur des mesures prédéfinies de protection, lesquelles figurent par exemple dans les plans particuliers d'intervention et qui ont été définies à partir de l'étude des conséquences potentielles des situations accidentelles pouvant survenir sur une installation, et aussi, d'autre part, sur des modélisations de la dispersion de rejets qui accompagnent les situations d'urgence. Ces modélisations tiennent compte, bien entendu, des conditions météo réelles qui sont rencontrées au moment de la situation de crise. Sur cette base, les décisions de confinement, par exemple, des populations, d'interdiction de commercialisation des productions agricoles ou de consommation des denrées locales issues des jardins potagers ou de la chasse, de la cueillette ou de la pêche vont être prises. Une fois la situation d'urgence passée, donc les premières mesures de gestion prises sur la base de mesures prédéfinies ou de modélisation en temps réel qui tiennent compte des conditions de la situation, les mesures de protection qui ont été prises en ce cadre vont devoir être rapidement réévaluées pour limiter au maximum les contraintes inutiles qu'elles peuvent faire peser sur les populations.
sachant qu'en règle générale, on essaye le décideur s'assure que la protection est suffisamment enveloppe lors de la phase d'urgence pour couvrir au mieux les effets sur les populations. Pardon. La phase post-accidentelle va donc viser à gérer sur les moyens et long terme, comme je le disais, les conséquences des rejets lors de la phase d'urgence, qui ont conduit notamment à des dépôts dans l'environnement et possiblement sur de grandes distances, et également qui ont conduit à des rejets dans les milieux aquatiques. Alors, l'expertise en santé et environnement et l'évaluation des risques associés prend alors, dans ce cadre, toute sa place. Pour mener cette expertise et pour compléter et corriger les résultats des modélisations souvent réalisées avec des degrés de conservatisme importants, comme je le disais, le levier principal est de pouvoir disposer de résultats de mesure qui seront réalisés dans l'environnement qui a été estimé comme directement impacté lors de la phase d'urgence. Alors, ces mesures sont nécessaires à plusieurs titres. En particulier, elles vont être nécessaires pour confirmer ou corriger la caractérisation du terme source, c'est-à-dire ce qui est sorti du lieu de l'événement, à la fois au niveau atmosphérique et au niveau liquide, et ainsi mieux connaître la nature des substances ayant été rejetées, et donc vérifier finalement que l'existence ou pas de valeurs de référence qui vont pouvoir être utilisées pour conduire l'évaluation des risques. Donc, première étape, les mesures pour savoir à quoi on a affaire, entre guillemets. Deuxièmement, ces mesures vont être utiles pour connaître les quantités de substances présentes dans les différents milieux afin de pouvoir, là, réaliser une estimation des expositions associées. Pour quantifier ces expositions, et donc évaluer le risque associé et permettre aux décideurs de lever les mesures de protection en vigueur ou de décider de leur maintien, voire de leur renforcement, l'expertise a besoin de données de contamination issues de mesures, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou les aliments. La démarche d'expertise en appui aux gestionnaires de crise va alors confronter en permanence, finalement, les résultats de la modélisation de la situation à ceux issus des mesures réelles pour permettre, en partant de démarches prudentes incluant des hypothèses conservatives, d'affiner les évaluations et donc les mesures de protection à mettre en œuvre. Et donc, au final, l'expertise en santé et environnement, elle vise avant tout à appuyer la décision publique pour permettre de protéger efficacement les populations et les animaux de l'action de facteurs biologiques, de différents facteurs biologiques, chimiques ou physiques notamment, qu'ils subissent de par leur environnement. Et cette expertise doit alors être indépendante et transparente, comme je l'évoquais. S'appuyant sur une démarche d'évaluation des risques bien définie, son efficacité dépend étroitement donc des données disponibles, que ce soit pour définir les valeurs de référence auxquelles les résultats seront comparés, que pour estimer les expositions à ces facteurs et donc évaluer le niveau de risque associé. Et comme nous l'avons vu, cette acquisition de données est un point d'autant plus crucial lorsqu'il s'agit d'appuyer l'action du gestionnaire en situation de crise. Voilà, je vous remercie.